Il est avec nous aujourd'hui et en sa compagnie, on parle de la responsabilité pénale avec notre invité, Maître Kuyo Landry. Il est conseiller juridique. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ah, vous êtes inquiétant. Ah, c'était de vous que je parlais tout à l'heure. Ah, OK. Ils vont croire qu'il y a préméditation, et pourtant. Et pourtant, pas télépathie, ça a été une journée africaine dans cette émission. Bien sûr, voilà. Il faut bien promouvoir le plus souvent le port de ce genre de tenue. Oui. Ça nous met réellement en valeur. Même si on parle droit. Bien sûr, il n'y a aucun problème à ça. Il n'y a pas d'incompatibilité entre règles de droit et puis respect de nos traditions, bien au contraire. Ouais. Il a commencé le cours. C'est parti donc. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité pénale? Très bien. Alors, la responsabilité pénale est entendue comme l'aptitude reconnue à une personne ayant commis une infraction de pouvoir répondre de cette infraction-là. C'est quoi l'infraction? C'est un agissement ou un comportement fautif qui est retenu comme étant un acte qu'il faut pouvoir sanctionner en passant par un jugement devant un tribunal ou une cour pénale. Donc, si vous avez commis un acte fautif, dommageable pour la société, et que cet acte-là est retenu, consacré, mentionné dans le code pénal, il va bien falloir pour vous que vous puissiez répondre de cet acte-là. Donc, du coup, supporter la sanction qui est afférente à l'infraction qui a été commise. Mais pour pouvoir répondre de cet acte-là, il faut pouvoir évaluer deux choses. La première des choses, votre compréhension de l'acte que vous avez commis, mais aussi la volonté d'avoir commis cet acte. On veut dire tout simplement que lorsque vous commettez une infraction, il va falloir s'assurer que vous l'avez fait en pleine connaissance et en pleine conscience de ce que vous avez accompli comme acte dommageable. Toute personne est-elle susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée? Ah, très bonne question. Il faut savoir qu'il y a une très belle évolution dans l'histoire de l'humanité, dans le sens où, à une certaine époque, quel que soit votre profil, si vous commettez un acte qui était dommageable, n'est-ce pas, donc une infraction ou un acte appréhendé comme tel, vous pouvez faire l'objet, bien sûr, de sanctions pénales. Donc, on retenait, bien sûr, votre responsabilité pénale. Que vous soyez dément, donc quelqu'un qui est psychologiquement... Il n'a pas toutes ses facultés. Comment dirais-je, déséquilibré. Que vous soyez mineur, qu'importe. Quel que soit votre profil, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez faire l'objet, bien sûr, vous étiez susceptible d'être sanctionné pénalement, donc d'aller en prison. Mais avec l'évolution de la science, et surtout des études menées par le bon docteur Sigmund Freud, nous sommes bien rendus compte que la personne humaine devait être appréciée ou appréhendée selon son évolution, dans sa capacité à agir avec discernement. Lorsque l'on est un mineur et qu'on a un âge qui est inférieur à celui de la majorité pénale qui est de 18 ans, on va donc apprécier, bien sûr, votre aptitude à pouvoir discerner les actes que vous accomplissez. Cela veut dire simplement, est-ce que ce que vous avez fait là, vous savez ce que c'est et vous comprenez l'impact de l'acte posé? On dit le plus souvent, c'est un enfant. Vous comprenez? Juste pour dire qu'il n'a pas la bonne compréhension de l'acte qu'il a accompli. Vous comprenez? Donc, par voie de conséquence, avant d'arriver dans le détail, juste dire qu'aujourd'hui, on ne saurait pouvoir retenir au même niveau, au même degré, la responsabilité pénale de qui que ce soit, en fonction soit de son âge, de son aptitude intellectuelle, mais aussi et surtout des circonstances dans lesquelles l'acte est accompli. Alors, allons dans les détails, donc, comme vous l'avez signifié tout à l'heure. Est-ce qu'il existe des causes d'atténuation ou même d'aggravation, bien sûr, de cette responsabilité pénale? Évidemment, évidemment. Sinon, ce serait compliqué même pour certaines personnes de pouvoir faire leur travail. Déjà, en termes d'irresponsabilité pénale, parce que c'est graduel, soit on vous retire, on exclut la responsabilité pénale, soit on l'atténue, soit on l'aggrave. En cas de cause d'irresponsabilité pénale, il y a des causes qui sont objectives. Exemple, la première des choses, c'est que lorsque vous agissez selon que la loi vous le permet, dans le cas des policiers, gendarmes, des personnes qui sont commises au maintien de l'ordre public et de la paix sociale, le plus souvent, ils sont amenés à pouvoir agir avec quelques violences que l'on ne vous permettrait pas. Par exemple, le fait de pouvoir, pour pouvoir maintenir l'ordre public, de vous donner quelques coups de matraque parce que vous débordez, de pouvoir vous lancer des lacrymogènes, des jets d'eau, et le plus souvent d'aller avec assez de brutalité lorsqu'on veut vous appréhender. Ou souvent utiliser des choses non conventionnelles. Non, attention. Il va falloir que dans le maintien de l'ordre public, cela se fasse de manière raisonnable et démocratique. Parce qu'il a des bavures. Non, il ne faut pas aller au-delà du raisonnable.
Si vous avez en face de vous quelqu'un qui tient une arme qui est létale, donc qui peut porter atteinte à votre vie, va avoir de conséquences, parce que vous êtes agent de police, vous pouvez réagir avec votre arme à feu. Mais si vous avez un manifestant qui a juste une pancarte, il n'a que sa colère, sa frustration, peut-être qu'il est très nerveux, c'est vrai, il peut être impressionnant dans la manifestation de sa colère, mais vous ne pouvez pas agir au-delà du raisonnable. Donc ça, c'est très important à le souligner. Il y a aussi le fait pour vous d'agir en légitime défense. Qu'est-ce que c'est que la légitime défense? La légitime défense, c'est le fait qu'il est reconnu à toute personne de pouvoir se défendre face à une menace qui est imminente, pas face à une menace qui aurait été imminente. Oui. Elle est imminente, pas parce qu'on va préjuger de la menace qui sera dans 2 jours, dans 3 jours. J'aurais appris que le gars l'a dit, demain il va te frapper. Donc toi, pour pouvoir te défendre, la même nuit, tu vas le frapper. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il va falloir que l'individu qui est en face de vous veuille atteindre déjà à votre intégrité physique ou à votre vie, là, de manière présente. La seconde chose, il va falloir que la réponse soit équivalente. Il faut qu'il y ait un équilibre. L'individu vient contre vous avec sa main, vous prenez un couteau. Il y a un problème. Peut-être qu'il est très musclé, mais attention, il faudrait que les moyens utilisés pour se défendre soient des moyens qui soient tout à fait équilibrés et raisonnables. C'est très important à le souligner. Donc la légitime défense, c'est un moyen de respect. Quand elle est prouvée en justice, que vous avez agi en toute légitime défense, il n'y a aucun problème. Votre responsabilité pénale est écartée et vous sortez bien sûr de l'étreinte judiciaire et donc pénale. Le troisième élément de l'irresponsabilité pénale, c'est l'état de nécessité. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour une personne de commettre une infraction qu'elle n'aurait jamais commise. Sauf que la situation dans laquelle elle se trouve est tellement difficile qu'elle n'a pas pu faire autrement. C'est le cas le plus souvent en matière de vol. Victor Hugo s'en est inspiré pour écrire l'œuvre monumentale Les Misérables. Jean Valjean qui a faim. Il a vraiment faim. Il n'a pas d'autre moyen. Sinon, s'il ne vole pas le pain, le morceau de pain, il meurt. On considère que la survie l'emporte sur le préjudice économique que peut connaître le commerçant. Donc, si vous êtes dans une situation d'état de nécessité, donc vous pouvez connaître une irresponsabilité pénale. Mais attention, il ne s'agit pas d'être dans une situation où je suis en capacité de pouvoir me trouver à manger, mais parce que je suis paresseux ou que parce que je veux utiliser des moyens de tourner, j'irai voler le morceau de pain, j'irai voler... Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas dire que Maître Cuyo dit que parce que je suis dans la galère... Il faut que j'aille commettre un acte... Non. Et encore, il va falloir que la chose volée participe directement à votre survie. Vous avez faim, vous allez voler un téléphone portable. Il y a un problème. Parce qu'en 30 ans, pour que le téléphone portable puisse vous nourrir, il va falloir le revendre. Bien sûr. Ça ne marche pas. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle des causes subjectives, la contrainte. Vous avez une arme à feu qui est sur votre tempe et on vous dit de pouvoir tuer une autre personne. Oui. C'est entre votre vie et celle de l'autre personne. Bon, on ne va pas vous demander de vous sacrifier. Vous n'êtes pas le Messie, mon Dieu. Même s'il y a d'autres qui peuvent se sacrifier. Peuvent se sacrifier, mais c'est à leur honneur. Mais dans le raisonnable, vous allez protéger d'abord et surtout votre vie. Et il y a la fameuse erreur de droit. Le principe en droit est que nul n'est censé ignorer la loi. Quelqu'un peut avoir commis une infraction en croyant avoir agi dans le droit ou dans son bon droit. Oui. C'est mon bon droit. L'individu est rentré chez moi, il est sur ma propriété, donc du coup, moi, je lui ai tiré là-dessus. Parce que je croyais que la loi me le permettait. Oui. Souvent, les lois sont créées à tel volume, à tel rythme, que vous n'avez pas connaissance de tous les textes de loi. Une loi peut exister à un moment donné de l'histoire, de la société, et puis ensuite être abrogée. Vous pouvez ne pas être au courant que cette loi a été modifiée entre-temps. Donc, vous l'appliquez, et pourtant, on vous dit, on ne le fait plus. Or, si vous l'avez fait aujourd'hui, là, vous êtes susceptible de passer devant les juges et d'être condamné. Donc, ça peut être une excuse qui vous permet de sortir totalement et d'obtenir de l'irresponsabilité pénale. Et puis, il y a des causes d'atténuation. Oui. Allons-y rapidement avec cet élément avant la prochaine question. Les causes d'atténuation sont du fait de vos facultés intellectuelles ou psychiques. Quelqu'un qui est dément, qui est fou, comme on le dit. Oui. Il est fou, il ne comprend pas ce qu'il fait. Par avoir de conséquences, on n'en va pas. Certes, on va le dire qu'il a commis l'acte, n'est-ce pas? Mais au lieu d'aller en prison, on va plutôt le mettre dans un établissement spécialisé pour les soins, pour le mineur de moins de 10 ans.
il jouit d'une irresponsabilité pénale absolue, mais de 13 à 18 ans, ou de 10 à 18 ans, sa responsabilité pénale, elle est relative, et il va falloir, bien sûr, même si on doit le sanctionner, cette sanction-là n'est pas celle qui sera appliquée à un adulte qui aurait commis la même infraction. Ce sont des sanctions du type de la discipline, donc des sanctions disciplinaires qui lui sont appliquées, ou des sanctions à titre éducatif, afin de pouvoir récupérer l'individu qui est en pleine construction, en pleine mutation. Moi, j'ai envie de parler là maintenant d'une différence. La différence entre la responsabilité pénale et civile. Alors, c'est au niveau surtout de la mise en œuvre, mais aussi de la sanction qui est appliquée. OK. La responsabilité civile repose sur le Code civil, en ses articles 1382 et suivants. Il va falloir d'abord prouver qu'il y a un acte qui est fautif, qu'il y a un lien de causalité entre votre souffrance et l'acte qui est fautif. Donc, quelqu'un a commis un acte, ça vous crée des souffrances, et prouver que votre souffrance-là procède de l'acte qui a été accompli par l'individu qui est en face de vous et qui est reconnu comme étant celui qui accomplit l'acte de comportement fautif. Mais à ce moment-là, lorsqu'on établit sa responsabilité civile, l'individu n'ira jamais en prison. C'est juste réparer le dommage, le préjudice que vous avez subi. Donc, en termes de somme d'argent, l'on dit, vous l'allez réparer. Donc, il va payer des dommages et intérêts. En matière de responsabilité pénale, c'est tout autre. Là, vous risquez votre liberté. Dans certains pays, vous risquez même votre vie. Voilà. Parce que là, il faut établir d'abord que c'est une infraction. Oui. Donc, l'élément légal. Seconde chose, que l'acte matériel qui est accompli par vous, soit à titre principal ou secondaire, soit vous êtes l'auteur ou le complice, n'est-ce pas? Et puis, il y a l'élément moral. L'élément moral, c'est qu'il faut faire la preuve que l'individu ait réellement voulu le faire agir de manière intentionnelle. Même si pour certaines infractions, l'on permet que l'élément intentionnel soit écarté pour que l'acte d'imprudence ou de négligence soit retenu comme l'élément matériel qui justifie votre sanction. Alors, qu'en est-il de la responsabilité des personnes morales? Bien sûr, on aurait l'impression que la responsabilité pénale ne s'applique qu'aux personnes physiques. Or, les personnes morales, qui sont-elles? Ce sont les associations, ce sont les sociétés. Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles immobilières, les sociétés commerciales, les associations comme les ONG, les syndicats et autres. Oui, elles sont pénalement responsables. Vous allez dire, mais attendez, on va les mettre en prison. Il y a d'autres sanctions qui sont adaptées à celles-ci. Comment ça se passe? Déjà, pour mettre en œuvre la responsabilité pénale, il va falloir que le comportement fautif ou l'acte criminel ou délictuel soit accompli par des personnes qui agissent comme étant leurs représentants légaux. Par exemple, si c'est une société, ça peut être le gérant pour une SARL ou le directeur général pour une SA. Si c'est une association, ça peut être le président de cette association qui est le représentant légal. Il agit et ce comportement fautif-là est fait de sorte que cela profite à la personne morale. Vous comprenez? Il a commis une infraction et la personne morale jouit de l'infraction qui a été commise. Par voie de conséquence, même si la personne morale, elle est sanctionnée, elle est poursuivie, et je vais citer les sanctions qu'elle peut encourir, la personne physique qui agit en son nom et pour son compte, elle-même peut être poursuivie pénalement. Vous comprenez? Donc, la personne physique elle-même, le représentant de cette personne morale-là, se verra être poursuivi pénalement, ou civilement, mais la personne morale elle-même, que va-t-il lui arriver? La première des choses, la sanction qui lui est appliquée le plus souvent, c'est l'amende. Mais en termes d'amende, elle va payer 5 fois plus cher qu'une personne physique. Supposons que pour l'infraction que vous avez commise, l'amende est de 1 million. On vous dira que dans votre cas d'espèce, puisque vous êtes une personne morale, l'amende sera de 5 millions de francs CFA. Ça coûte cher pour la trésorerie de l'entreprise. On imagine, oui. La seconde chose, c'est la dissolution, qui est l'équivalent de la peine de mort pour la personne physique. On dissout la structure. C'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dissout une entreprise, par exemple, une société, ce sont des emplois qui sont perdus. Ce sont des familles qui sont mises en difficulté, vous comprenez? À tel point que je peux proposer que cette sanction soit écartée. Autant que l'on a abrogé la peine de mort pour la personne physique, il faut abroger aussi la peine de mort qui est la dissolution pour la personne morale. Une autre sanction qui lui est appliquée, c'est par exemple l'interdiction de pouvoir exercer une ou plusieurs activités qui relèvent de son objet social. Du coup, on réduit la capacité d'action de la personne morale qui, du coup, se verra être affaiblie. Elle lui sera aussi interdit de pouvoir soumissionner à des appels d'offres publics et même d'émettre des chèques. Donc, ce sont des sanctions qui sont tout aussi difficiles
et des sanctions qui sont tout aussi fortes et qui lui sont appliquées et qui vont compromettre sa capacité d'action sur le terrain et la raison d'être de sa création. Alors, Maître Cuyo, dites-nous rapidement, on va rester dans les exemples avec la responsabilité pénale des personnes morales. Si jamais, eh bien, en tant que patron d'entreprise, il y a votre employé qui commet une faute grave, on parle même de fraude et tout, est-ce que la responsabilité, on va dire, de la personne physique, qu'est le DG ou le PDG et tout, est engagée là? Attention, si c'est l'employé qui le fait, oui. et il a fait sous les instructions du chef d'entreprise représentant les gars de l'entreprise, dans ce cas-là, oui, la responsabilité pénale de l'entreprise sera faite puisque son représentant est impliqué dans l'acte fautif, délictuel ou criminel. Et si ce n'est pas sous les ordres, eh bien... si ce n'est pas sous les ordres... Non, si ce n'est pas sous les ordres, mais c'est d'abord l'individu, puisque la responsabilité pénale, elle est personnelle. Oui. C'est l'individu qui sera tenu pour coupable et donc va subir la sanction. Ça, c'est très clair. Mais si on se rend compte que l'acte qu'il a accompli est un acte qui produit un préjudice vis-à-vis d'un tiers, le tiers, là, du fait que l'individu fautif est un préposé de la personne morale, va pouvoir obtenir au civil dommages et intérêts. Alors, on va terminer dans quelques instants. Donc, votre avis sur la responsabilité des personnes physiques en droit ivoirien avant de terminer rapidement. Oui, il faut dire que nous avons un bon code pénal. Ça, c'est très clair. Théoriquement, les choses sont faites de sorte à ce que l'on puisse permettre de pouvoir retenir de manière efficace la responsabilité pénale de X et Y. Sauf que la mécanique judiciaire en matière pénale implique la participation de différents organes, comme l'organe de police, comme le ministère public, et puis ensuite, on a les juridictions. Si chacun fait son travail pour pouvoir évaluer effectivement la commission de l'infraction, si chacun fait son travail pour pouvoir évaluer la responsabilité technique de chacun, et si chacun fait son travail pour que les droits et devoirs des uns et des autres soient respectés en justice, pour ma foi, les erreurs judiciaires seront amoindries. Mais si l'on agit de manière méprisante vis-à-vis de la personne qui est en face de nous, si l'on agit de manière méprisante vis-à-vis de la loi, on aura énormément d'erreurs judiciaires. Et la question même de la confiance qui devrait exister entre le justiciable et la justice en tant qu'institution et troisième pouvoir risque d'être davantage entamée. Qu'est-ce qu'on retient? Alors, retenons une chose. Quand vous accomplissez un acte, sachez qu'il y a des conséquences, n'est-ce pas? Vous pouvez donc dire que j'ai agi dans mon bon droit, mais sachez que tout acte accompli peut vous emmener en prison parce que votre responsabilité pénale peut être retenue à tout moment. Donc, il faut s'assurer que l'acte que je vais accomplir est un acte qui n'est pas constitutif d'une infraction. Oui. Si elle est constituée d'une infraction, vous risquez d'être mis en prison. Maintenant, il va falloir donc s'assurer que lorsque vous accomplissez l'acte, vous le faites en pleine connaissance et en pleine conscience. Le plus souvent, on est poussé par la colère, les émotions. Je vais te frapper parce que tu es mon fils, tu m'as désobéi. Ou alors, on est dans des échanges violents dans un couple et donc on se laisse aller. Ou alors, on agit de manière imprudente sur la route, etc. parce qu'on est un peu trop pressé. Sachez que chaque acte que nous commettons est dommageable. Et le plus souvent, on peut s'arranger entre nous, donc le règlement à l'amiable. Mais la société évolue et les gens sont beaucoup plus regardants sur ce qui est de leurs droits. Et s'ils ont le réflexe de pouvoir actionner l'action judiciaire, il va se trouver que ce que vous aurez pu régler de manière amiable il y a 5 ans va être réglé de manière judiciaire désormais. Merci beaucoup à Maître Cuyo. Sachez qu'une infraction peut être collective, mais la responsabilité est individuelle. Donc, méfiez-vous de l'opinion collective, comme disait Zaki Madilo du Congo. Excellente journée à vous. Merci et puis excellente journée à vous. Voilà, on va se retrouver avec beaucoup de plaisir encore pour échanger sur d'autres sujets assez croustillants et intéressants. Que Dieu vous garde. Merci à Konema Sandje qui a réalisé cette émission. Merci à tous ceux qui sont dans ce studio, à cette belle équipe qui travaille très tôt le matin pour votre plaisir. Merci à vous, chers patrons, chers téléspectateurs.